Bonsoir à toutes et à tous. La deuxième phase du premier tour des législatives se poursuit aujourd'hui au deuxième et dernier jour de vote dans les 13 gouvernorats qui restent. Il faut rappeler justement que la première phase, ayant compris 14 gouvernorats, dont Gizeh, Alexandrie et Assouan, la phase actuelle inclut certainement le Caire. Ce soir, nous allons parler des législatives, du Parlement égyptien, des défis aussi, mais ça va être dans la partie débat. On commence avec l'actualité, puisque c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Durant l'entretien, le chef de l'État a réitéré la nécessité de coordonner les efforts visant à défendre les valeurs de la coexistence au sein de toutes les religions, refusant tout acte de terrorisme et d'extrémisme au nom de la religion. Le président el-Sisi a loué l'exemple de l'Égypte dans la restauration des principes de la tolérance, le refus de la violence et le respect des principes et des valeurs de toute foi et religion, ajoutant que l'Égypte était prête à soutenir les efforts internationaux en ce sens. Jean-Yves Le Drian a de son côté affiché l'aspiration de la France à renforcer la coopération de l'Égypte pour contrer l'extrémisme et le fanatisme, l'Égypte étant selon lui un exemple de l'islam modéré. Le président el-Sisi et Le Drian ont aussi abordé les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays amis, ainsi que les dossiers régionaux d'intérêt commun, notamment la crise libyenne. Jean-Yves Le Drian a aussi loué le rôle pivotal de l'Égypte dans la préservation de la paix et la stabilité dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, en visite au Caire. Les deux ministres ont souligné la profondeur des relations bilatérales dans tous les domaines et la nécessité de la coordination conjointe entre les deux pays. Au début de la conférence de presse, M. Choukri a salué M. Le Drian et a assuré l'importance des relations historiques entre les deux pays amis. Sameh Choukri a affirmé que son homologue français avait été reçu par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, avec qui il a eu des pourparlers portant sur différents sujets d'intérêt commun, notamment les relations bilatérales. Avant la conférence de presse, M. Choukri et Le Drian avaient eu des discussions bilatérales sur les derniers développements et défis sur la scène régionale et internationale, notamment la cause palestinienne, la situation en Syrie, en Libye et dans l'est de la Méditerranée. Les efforts déployés par les deux pays pour lutter contre le terrorisme étaient sur le menu des discussions entre les deux responsables. Comme je viens de vous le dire, la deuxième phase du premier tour des élections législatives se poursuit aujourd'hui au deuxième et dernier jour de vote dans les 13 gouvernorats qui restent, y compris le Caire notamment. La capitale, la première phase ayant compris 14 gouvernorats dont Gizeh, Alexandrie et Assouan. 12 000 juges supervisent ces élections conformément aux critères préventifs et aux mesures de précaution recommandées par l'autorité nationale des élections. Les masses médias internationaux et locaux accordent un intérêt particulier à la couverture de ces élections législatives. Les bureaux de vote doivent fermer à 9 h locales. Les résultats définitifs seront annoncés le 14 décembre et les nouveaux députés prendront leurs fonctions en janvier 2021 à la fin du mandat de l'actuel Parlement. Le nouveau Parlement élu sera le deuxième depuis l'arrivée à la tête de l'État du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014. L'autorité nationale des élections, l'ANE, présidée par le vice-président du tribunal de cassation, le conseiller Lachine Ibrahim, a annoncé que les opérations de vote se poursuivent d'une manière régulière au deuxième jour de la deuxième phase des élections du Conseil de députés. Le conseiller Lachine Ibrahim a déclaré que l'ANE tient à être en contact avec les tribunaux des 13 gouvernorats où se déroule le scrutin afin de surveiller le parcours du processus de vote. Le conseiller a affirmé que la cellule de crise de l'ANE est chargée de répondre aux questions et plaintes relatives aux élections, notant que l'autorité n'avait reçu jusqu'à présent aucune plainte de nature à affecter le système électoral.
Les bureaux de vote ont ouvert hier ainsi, le samedi 7 novembre, dans 13 gouvernorats, comme je viens de vous le dire, dans le Caire, la capitale, pour la deuxième étape du premier tour des élections législatives. La première phase de ces élections a eu lieu fin octobre et ne concernait que 14 gouvernorats égyptiens, dont Alexandrie, Assouan et plusieurs autres grandes villes. Les détails tout de suite avec notre collègue Dalia Karam. Le vote ont ouvert samedi matin dans 13 gouvernorats d'Égypte pour la deuxième étape des élections législatives. Quelques 63 millions d'électeurs sur une population de 101 millions sont appelés à renouveler leurs parlementaires en élisant 568 députés sur un total de 596. Les 28 restants seront nommés par le président de la République. La première phase de ces élections a eu lieu fin octobre et ne concernait que 14 gouvernorats, dont Alexandrie, Assouan et plusieurs autres grandes villes. La seconde phase des élections, composée de 2 tours, se tient donc dans les 13 gouvernements restant à leur tête, la capitale, le Caire. Le nouveau parlement élu sera le deuxième depuis l'arrivée à la tête de l'État du président Abdel Fattah el-Sisi, élu en 2014. Les seconds tours des élections auront lieu fin novembre et début décembre. Les résultats définitifs seront dévoilés le 14 décembre et les nouveaux députés prendront leurs fonctions en janvier 2021 à la fin du mandat de l'actuel parlement. Élu en 2015, l'actuelle chambre basse est dominée dans son écrasante majorité par une coalition emmenée par le parti Mustaqbal Watan ou Futur d'une Nation. Pour rappel, la Chambre des représentants est composée de 596 députés renouvelés tous les 5 ans, dont 284 au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, dans 142 circonscriptions électorales auxquelles se rajoutent 284 autres élus au scrutin proportionnel plurinominal avec liste fermée dans 4 circonscriptions, dont 2 de 100 sièges et 2 autres de 42, basés sur les limites des 27 gouvernorats du pays. 6 sièges de liste sont répartis de manière à respecter un quota de 25% de femmes à la Chambre, s'il n'est pas déjà atteint. Enfin, 28 députés sont nommés par le président de la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure le musée de Sharm el-Sheikh. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure l'université du roi Salman en présence du prince Fahd Ben Sultan Ben Abdelaziz, gouverneur de Tabouk. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives pour fournir les matériaux de production de la cité des meubles à Damiette afin qu'elle devienne un centre intégré de l'industrie des meubles. Le président Abdel Fattah el-Sisi effectue une tournée d'inspection à la nouvelle capitale administrative afin de suivre le déroulement des travaux dans certains nombres de projets de construction. Lors d'un appel téléphonique, le président Abdel Fattah el-Sisi examine avec le président du Conseil européen la lutte contre l'intolérance et l'idéologie extrémiste et les moyens de réaliser la coexistence entre les religions. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel par vidéoconférence de la chancelière allemande Angela Merkel. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives pour construire 500 000 nouveaux logements dans les grandes villes et les capitales des gouvernorats sur des terrains inutilisés. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président français Emmanuel Macron. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit le projet national d'utiliser le gaz naturel en tant que carburant pour les véhicules. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un message du président congolais concernant les relations bilatérales. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives pour construire des garages mécanisés à plusieurs étages et les intégrer au nouveau réseau routier afin de réduire l'encombrement. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les projets de développement dans le domaine de l'agriculture au gouvernorat de la Nouvelle-Vallée.
Le président Abdel Fattah el-Sisi discute avec le président du Conseil européen de la récente tension entre le monde islamique et européen. Le président Abdel Fattah el-Sisi vote aux élections parlementaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité Joe Biden, président élu des États-Unis, après l'annonce des résultats des élections présidentielles américaines. Voilà, donc nous parlons des élections législatives, nous parlons du Parlement égyptien. C'est l'occasion de parler de beaucoup de dossiers en rapport avec le Parlement, non seulement de ce processus électoral, certainement, mais beaucoup de défis devant ce Parlement. On aimerait bien certainement avoir beaucoup plus de détails sur le travail de cette Chambre, justement. Pour parler de tout ce qui est rapport justement à ce processus électoral, comme je viens de vous le dire, et au Parlement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Taimour Mostafa Kamel. Bonsoir Dr Taimour Mostafa Kamel, ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Vous êtes président de l'Association égyptienne des juristes francophones. Vous êtes aussi membre de l'association de l'Académie des sciences d'outre-mer. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir et voilà, on parle du Parlement. Et c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Vous êtes juriste. Certainement, c'est un lien très étroit avec le Parlement, avec le travail législatif. J'aimerais bien commencer avec le processus électoral. Voilà, aujourd'hui, c'est le deuxième jour, justement, de cette première phase, de cette deuxième étape du premier tour des élections législatives. Quel regard vous portez déjà sur le processus électoral jusqu'à présent? Je pense que nous passons quand même une période très importante dans la vie politique égyptienne, car c'est une période pour la mise en place d'institutions. Nous avons déjà un Parlement qui a une expérience déjà de 5 ans. Et là, nous avons commencé de nouveau un nouveau processus électoral. Une première partie qui a eu il y a 2 semaines, une deuxième partie aujourd'hui, qui manifestait par une présence assez massive de jeunes d'une part et de femmes d'autre part. Mais c'est-à-dire le processus électoral lui-même et les principes fondamentaux qui gèrent c'est-à-dire ces processus, ce sont les principes fondamentaux qu'ils ont adoptés par les Nations Unies qui sont basés sur, d'abord, il faut avoir des organisations législatives apparentes, efficaces, et en même temps, il faut avoir aussi s'assurer que, c'est-à-dire le travail préparatif de ces processus électoraux concernant la mise en place d'état civil et aussi des listes électorales doit être respecté. Et ça, c'est le travail, bien sûr, du ministère de l'Intérieur. Deuxième chose, quand même, que l'organisation de ces élections doit être assurée par un organe indépendant. Et ça représente l'autorité électorale qui est composée de plusieurs juges présidés par un magistrat. Et donc, c'est eux qui ont organisé l'élection avec une manière transparente et une très bonne organisation. Et on a vu quand même dans la création de président de cette autorité électorale, le maintien d'abord des principes et le respect de l'égalité des élections d'une part, c'est-à-dire le respect de l'ouverture des bureaux de vote, aussi respect aussi vis-à-vis de le Covid-19. Donc il y a un bon respect par rapport au alignement par rapport aux gens pendant une journée totale qui commence de 9h jusqu'à 21h du soir. Et c'est un peu long. Aussi un travail très important par le directeur des bureaux de vote que sont les juges qui veillent vraiment au bon déroulement de ce processus. Mais pour garantir quand même les élections et garantir aussi, c'est-à-dire une transparence et équité entre, d'abord, donner la chance à tous les candidats qui se présentent aux élections,
d'avoir une bonne chance sur d'abord la possibilité d'avoir accès à l'information, des possibilités aussi d'avoir, comment dirais-je, la possibilité de faire leur campagne et aussi possibilité aussi pour les citoyens de faciliter leur mission à aller voter. Ça, c'est un principe quand même qui correspond aux principes fondamentaux des Nations Unies. Et nous avons vu aussi la possibilité de voir aussi que les partis politiques qui étaient sur la scène politique égyptienne, nous avons vu plusieurs partis. Ces partis, ils étaient informés, soit c'est des partis de l'opposition ou partis de majorité. Et nous avons vu quand même qu'il y a un fonds public, c'est-à-dire transparent, qui montre de quelle manière les partis peuvent alimenter sur le plan financier la campagne électorale. Et aussi, il y a aussi la possibilité de prendre des mesures, c'est-à-dire nécessaires par l'autorité électorale, que le fonds des élections doit être un fonds public transparent. Et ça c'est quand même qui a été annoncé et déclaré. Et aussi, il faut aussi avoir le principe que le résultat de ces élections, à partir du moment qu'il y a un bon déroulement, nous avons les candidats d'une part, les citoyens d'autre part, ils ont le droit, s'il y a c'est-à-dire des plaintes qui peuvent avoir accès, pas simplement au niveau de l'autorité électorale, mais aussi devant le juge administratif du Conseil d'État, et c'est lui qui va trancher, c'est-à-dire que les résultats des élections sont pas conformes par rapport aux critères qui sont inscrits dans les principes fondamentaux et aussi dans la loi électorale. Très bien. Dans ce contexte, il faut bien rappeler que les résultats définitifs seront, pas définis, mais les résultats seront annoncés le 14 novembre. Oui, j'aimerais bien, là, dans ce contexte, rappeler que le président de l'autorité nationale des élections a annoncé fin octobre la victoire de la liste nationale pour l'Égypte à la première phase du premier tour des législatives tenu, je vous le rappelle, du 21 au 25 octobre à l'étranger et en Égypte. La première phase du scrutin a concerné seulement 14 gouvernorats, comme on vient de vous le dire, dans Gizeh, Alexandrie, Assouan et plusieurs grandes villes. Bouya a déclaré que le nouveau Parlement enrichirait la scène politique et la vie parlementaire avec son rôle actif et principal dans la publication de législation qui réglemente et stimule tous les secteurs, en particulier le secteur économique, ce qui se reflètera par conséquent sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Il a donc appelé tout le peuple égyptien à participer massivement aux législatives car c'est un devoir national et constitutionnel que doit remplir chaque citoyen. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, a insisté sur la nécessité de s'engager en mesures de précaution et de prévention prises pour la lutte contre l'épidémie de coronavirus au cours de la deuxième phase du premier tour des législatives 2020. Le ministre d'État pour l'information, Osama Hekal, juge nécessaire la participation de tous les citoyens ayant le droit de vote aux élections législatives qui constitue un devoir national que tout le monde doit remplir. M. Hekal s'est dit satisfait de l'application stricte des mesures de prévention contre le Covid-19 dans tous les bureaux de vote. La ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Mme Namira Makram, a quant à elle salué les efforts de l'État qui a mis en place de nouveaux mécanismes de participation aux élections législatives, comme le vote par correspondance. Mme Makram a déclaré que le centre d'opération mis en place par le ministère de l'immigration pour suivre le vote des Égyptiens à l'étranger aux élections législatives n'avait constaté aucune difficulté ou problème. La participation aux élections législatives est un devoir et une responsabilité nationale qui sont de nature à renforcer la base démocratique et à enrichir la vie parlementaire et politique en Égypte, a de son côté affirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Achraf Sobhi, lors du vote à cette échéance constitutionnelle au Caire. M. Sobhi a appelé l'ensemble du peuple égyptien, notamment les jeunes, à participer de manière efficace aux élections parlementaires dans ce climat démocratique en Égypte qui incarne un exemple civilisé de la démocratie, permettant de choisir les députés en toute liberté, louant les mesures de prévention
contre le Covid-19. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Mme Nevin Gamer, a elle déclaré samedi que les législatives représentaient une étape importante vers l'achèvement des plans de développement global et durable pour construire une Égypte moderne ayant un rôle politique et économique efficace non seulement dans son environnement régional, mais aussi au niveau international. Dans une déclaration faite aux journalistes après avoir voté, le président du Parlement, M. Ali Abdelal, a souligné que le droit de vote est constitutionnel et que chaque citoyen doit exercer ce droit, ajoutant que les élections se déroulent dans une atmosphère démocratique avec une impartialité totale et intégrité. Le président du Parlement a déclaré que la coopération et la coordination entre la Chambre haute du Parlement et la Chambre basse contribueraient efficacement à l'enrichissement de la vie parlementaire en Égypte. Le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, a lui enjoint les gouverneurs de suivre de près l'application stricte de mesures de prévention contre l'épidémie de coronavirus et de poursuivre les opérations de désinfection et de stérilisation durant les 2 jours de vote aux élections législatives. M. Sha'raoui a jugé nécessaire d'assurer toutes les facilités aux personnes âgées et à mobilité réduite pour leur permettre de voter sans difficulté. Et voilà, comme je viens de vous le dire, c'est le dernier jour justement de cette deuxième étape du premier tour des élections législatives. Notre collègue Wael Saïed se trouve actuellement à Chobra, dans la circonscription de Chobra, à l'école El Tawfiqiyya, au lycée El Tawfiqiyya. Wael Saïed, bonsoir. Bonsoir, Jonathan. Voilà, quelques minutes peut-être, voilà, 1 heure, un peu plus d'1 heure justement pour la fermeture des bureaux de vote en général au Caire. Le vote se poursuit normalement jusqu'à 9 heures locales du soir certainement. Comment se déroule jusqu'à présent le processus électoral dans la circonscription où vous vous trouvez? En fait, là, comme vous voyez, il nous reste presque 1 heure, 1 heure 20 minutes de la sortie de tous les bureaux de vote dans lesquels se gouvernement où se déroulent actuellement les élections législatives, celle de Caire, Ismaïlia, Thérèse, Moulfia, Adélia, Nord et Sud du Sinaï. Je peux dire que depuis hier, on a plus des gens, spécialement les femmes, et ça a donné une bonne image de la représentation d'elles. Et également, on a des jeunes qui ont participé à cette élection, et également, pour cette élection, également, on a les gens âgés et ceux qui ont une retraite. Ce qui est intéressant, et on va quand même noter qu'avant, depuis quelques minutes, il y avait des gens qui sont venus ici pour le nettoyage, la stérilisation de ce bureau de vote. Actuellement. Et ça fait, on peut dire que ça existe depuis le début de cette deuxième phase. Il y a tout le temps les mesures de prévention, et je dis que les mesures de prévention sont bien respectées, pas seulement concernant les nettoyages, désinfectés. Je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Mais respectent les mesures en portant le masque et également en respectant les gestes barrières. Comme on sait aujourd'hui, l'autorité nationale des médias ont fait que cette deuxième phase, à partir d'hier, même aujourd'hui, que je suis en tête, et même le président de l'autorité nationale des élections président de la Cour de cassation a annoncé que cette deuxième phase, en deuxième tour, se poursuit en peut-être et en transparence. Ils ont quand même, selon l'autorité nationale des médias, elle a affirmé que
il y a 70 circonscriptions et 12 000 juges qui établissent les élections pour choisir 142 députés. Merci beaucoup. Wael Saïd, vous êtes envoyé spécial de Nahel International à Choblan. Merci beaucoup de ces précisions. Et là, on enchaîne. Voilà, je vous le rappelle, c'est la deuxième phase du premier tour des élections législatives. Retour à vous, Dr Taïmour Mustafa Kamel. Quand on parle du Parlement, c'est peut-être l'occasion de parler des défis, des sujets ou des dossiers les plus importants devant le nouveau Parlement. Est-ce qu'il s'agira d'une continuité ou il y aura de nouveau, justement, je pense qu'il y a 5 années qui sont passées pour un travail parlementaire le Parlement a été trop chargé de beaucoup de projets de loi, mais la deuxième partie, c'est-à-dire voilà, les élections qui sont dans 5 ans à venir, vont être très très enrichies par la présence de la deuxième chambre, c'est-à-dire le Sénat. Oui. Et donc qui fait un travail complémentaire, qui va avoir une sorte d'énergie dans le travail parlementaire. Et donc il y a une préparation de la part, c'est-à-dire du Parlement d'une part et aussi du Sénat, à faire une orientation des priorités concernant les projets de loi qui font l'objet d'une priorité. Et cela, on peut le trouver facilement dans les déclarations du président de la République. On le trouve aussi dans le travail du gouvernement, mais vu quand même l'absence de partis politiques quand même en Égypte et que les élections sont faites par rapport, c'est-à-dire d'une période très courte, donc il n'y avait pas vraiment assez de programmes détaillés, je pense que les deux chambres vont se réunir pour faire une sorte d'évaluation ou bien plutôt d'une stratégie, d'un travail parlementaire qui montre et reflète les priorités que l'Égypte a besoin, soit sur le plan de l'éducation, soit sur le plan de la santé, aussi sur le plan aussi de la position de l'Égypte sur le plan régional, sur le plan international. Tout cela, je pense, fait un travail par le Parlement et par le Sénat afin qu'on aura un programme qui le gouvernement peut, c'est-à-dire présenter à travers les propositions qu'on fait par les deux chambres, d'une part, et en dehors du travail du gouvernement qui, elle, est la sécurité par rapport quand même aux planifications qui sont faites par le chef de l'État dans plusieurs domaines variés. Et je pense que cela vient quand même que la constitution égyptienne dit que voilà, l'Égypte, c'est un État civil, moderne, et en même temps un État démocratique. La démocratie exige que le Parlement doit avoir la facilité pour ses élus voilà, de faire un travail. Ce travail sur deux plans, un plan législatif, c'est-à-dire légiférer des lois, et aussi, deuxième partie, qui est une partie très importante, c'est le contrôle politique du travail gouvernemental. Ça, c'est je crois, une priorité très importante et qu'il faut le Parlement met l'accent pour c'est-à-dire la session parlementaire prochaine, mettre l'accent pour avoir plus de contrôle sur le travail politique du gouvernement. Mais cela aussi, je crois, si on fait une évaluation du travail de 5 ans passés, nous trouvons cette partie a été d'une manière ou d'une autre vu quand même que le gouvernement et le président de la République avaient beaucoup de choses à réaliser. Donc ils ont travaillé d'une manière très accélérée. Mais je pense que c'est très important ce travail de contrôle politique sur le gouvernement, car cela c'est un travail essentiel par le Parlement, mais en même temps montre aussi et reflète aussi avec la deuxième chambre, le Sénat, qui a un rôle très important, car il a plus de possibilités d'avoir des spécialistes dans des domaines variés. Cela peut enrichir pas simplement le débat parlementaire, mais en même temps faire sortir un travail
qui est vraiment bien sur le plan technique et bien complet, mais aussi une très bonne rédaction, car nous avons à la tête de ce Sénat un président qui est ancien président de la Haute Cour constitutionnelle, un ancien conseiller d'État, qui j'ai eu l'honneur qui a travaillé avec moi dans le temps que j'étais conseiller d'État. Donc, je pense qu'il y a un travail complémentaire de la part de deux chambres, mais je crois que là, il y a un travail, et ça j'appelle tous les partis politiques à travailler sur une bonne formation des cadres, afin que dans les 5 années à venir, on aura des cadres. Quand on termine la session parlementaire, il y aura vraiment des vrais partis politiques qui peuvent présenter des programmes, et ce programme, par la suite, peut passer aux élections. La partie majoritaire, il y aura un programme. Ce programme va être respecté, pas simplement, je veux dire, par le parti qui est adopté, mais aussi par la majorité, car le Parlement, c'est le Parlement de tous les citoyens égyptiens. Je pense que c'est un point très important, et vu aussi que nous sommes dans un pays qui a un héritage parlementaire depuis plus d'un siècle, d'une part, mais aussi nous avons la possibilité vis-à-vis de la situation internationale à éprouver et donner aussi la possibilité de faire des législations qui s'adaptent à la vie moderne. Nous avons la nouvelle technologie, c'est très important. Donc tout cela a besoin de faire un travail d'une manière ou autre, peut refléter les besoins et l'attente des citoyens. C'est le Parlement, il représente la population, mais en même temps, il doit faire face aux besoins de la population. Quels sont les besoins de la population dont il doit faire face? La population, ils sont variés. Nous avons, sur le plan social, il y a des bas qui sont faits. Il y a sur le plan social beaucoup de choses à faire. Sur l'assurance, c'est très important pour le citoyen égyptien d'avoir une assurance. Ce n'est pas sur le plan de santé, mais aussi pour... l'assurance maladie, beaucoup de pas assez importants ont été justement réalisés. Je sais, mais je pense quand même, nous avons fait beaucoup d'efforts. Oui. Mais aussi, on a besoin de s'assurer que tous les citoyens égyptiens ont le même droit sur le plan social et le plan de la santé. Bon, nous avons l'histoire des problèmes de l'éducation. Alors, l'éducation, je crois que nous ne pouvons pas avancer le pays si on n'a pas les ressources humaines très bien formées. Et l'éducation, c'est la base pour arriver par la suite à avoir une jeunesse bien formée et aussi une jeunesse qualifiée qui puisse faire la concurrence avec la société internationale actuelle. Tout à fait. Et là aussi, il faut justement rappeler que beaucoup d'efforts ont été justement déployés en ce sens. On voit justement la réforme des programmes scolaires. Peut-être avec la pandémie, on a été justement témoin de l'introduction justement des tablettes, du travail en ligne. Voilà, ça c'est toute une révolution dans l'Égypte aussi, à laquelle l'Égypte se préparait il y a quelques années. Et c'était l'occasion pendant la pandémie de peut-être de tester cette technologie et la capacité du pays justement à aller de pair avec le monde entier. Là, vous avez répété à plusieurs reprises la démocratie et vous avez aussi parlé de l'histoire justement parlementaire de l'Égypte. Et l'Égypte est un pays historiquement connu justement pour son parlement, pour un héritage parlementaire très, un héritage très parlementaire. Et là, c'est l'occasion peut-être de parler de cet hommage. Justement, à Boutros Ghali, justement, cet intellectuel égyptien au carrefour du monde. C'est votre nouvel ouvrage, justement, sur Boutros Ghali. C'est peut-être l'occasion de parler, justement, de cette partie en rapport avec la démocratie et l'établissement de la vie démocratique ici en Égypte. Boutros Ghali, c'est un homme, pas simplement qui était un diplomate, un journaliste, un professeur de droit international, mais c'était un homme de réflexion, un homme qui a mis tous ses efforts depuis 1992 au niveau des Nations Unies. Il a fait 3 agendas, surtout agenda de la paix, agenda de développement, agenda de démocratie. Si nous parlons de la démocratie, nous avons fait un hommage par ce livre. Donc ce livre a fait l'objet d'une grande colloque à la Ligue des États arabes en avril 2019.
donc avec la participation de plusieurs personnalités internationales qui sont très proches de Boutros-Ghali. Et l'ouvrage reflète justement toute la vie de Boutros-Ghali à partir d'un homme égyptien, un homme juriste, un professeur de droit international, un secrétaire général des Nations Unies, un secrétaire général des Nations Unies, un homme humain et un homme qui a fait, je crois, avancer les Nations Unies avec ces trois agendas. C'est grâce à Boutros-Ghali quand même que cette vie démocratique dans le monde qui était basée sur les principes fondamentaux a donné la possibilité d'une organisation dans le monde entier des élections, et nous n'oublions pas aussi dans la vie politique et le rôle de l'observateur international qui était fait par les Nations Unies ou les autres organisations internationales. Nous voyons même au sein de cette élection aujourd'hui, participation des organisations internationales, nous avons la Ligue des États arabes, nous avons aussi des pays qui ont envoyé d'observateurs, la France, des pays africains qui ont envoyé d'observateurs. Nous avons aussi l'ONG, la société civile qui a participé. Nous avons l'organisation de droits de l'homme arabe qui ont participé, l'association des parlementaires arabes qui ont participé. Donc, je pense que Boutros-Ghali, c'est l'homme qui a mis une base d'une vie, je veux dire, si on parle de vie politique apaisée, mais aussi, ça veut dire tous les principes qui ont été adoptés par l'organisation internationale étaient dans son agenda. Et nous avons créé, à l'occasion de ces livres, un prix Boutros-Ghali pour la démocratie, la paix et le développement. Et ce prix va démarrer dans 2 mois avec 2 comités de parrainage et aussi un jury scientifique. Donc Boutros-Ghali, on le doit beaucoup. Il fait fier, pas simplement à sa famille, à son patrie, mais au monde entier. C'est l'un des étapes peut-être du renforcement de la vie politique, certainement, et démocratique en Égypte. Un grand intellectuel, certainement, Boutros-Ghali, une figure éminente de la politique égyptienne. Et là, c'est un hommage, je vous le rappelle, à Boutros-Ghali. Voilà, retour, voilà, on ne s'est pas vraiment éloigné, mais certainement... On est toujours dans le vif du sujet. Voilà, dans le vif du sujet. Et là, j'aimerais bien profiter de votre présence justement pour avoir un regard sur les réalisations, si vous le voulez, du Parlement au cours des 5 dernières années. Voilà, la période qui s'est écoulée. L'Égypte est en pleine période de construction, de développement. Un nouveau Parlement après une période justement de crise économique, certainement, après la révolution de 2011 et tout ce qui a suivi. Quel regard vous portez justement sur les réalisations ou sur le travail du Parlement au cours de la période qui s'est écoulée? Certainement, c'était un défi énorme, justement au niveau des partis, au niveau des représentants et au niveau aussi d'aller de pair avec justement toutes les projets, avec tous les projets en cours. Nous avons passé quand même par une période très difficile depuis 2011. Donc c'était difficile par rapport, je veux dire, aux élections du président Sisi, qui avait quand même un défi très important, avec, je veux dire, aussi des possibilités de freiner la mise en place des institutions en Égypte et la démocratie. Donc on a réussi à la mise en place de ce Parlement qui a travaillé pendant 5 ans, qui a fait, je veux dire, un travail qui répond d'une manière ou d'une autre par rapport aux besoins des projets qui étaient présentés par le gouvernement. Mais je pense qu'il faut tirer les leçons car nous avons eu quand même une composition d'un Parlement de plaisirs variés, mais en même temps, je veux dire, il n'y avait pas vraiment, comme c'était la vie politique, qu'il y avait vraiment une sorte de plusieurs courants politiques à l'intérieur du Parlement. Donc, il y avait une sorte d'harmonisation qui était faite par les membres afin qu'il y aura une possibilité d'avoir un regard qui peut faire du travail parlementaire, c'est-à-dire mettre les priorités que l'Égypte a besoin.
mais cela a été exprimé par le gouvernement et le chef d'État. Donc nous pouvons dire qu'il y a une bas en avance dans le travail législatif, mais cela ne suffit pas, car je pense que le travail ne peut pas être basé simplement sur, voilà, le gouvernement qui présente, je crois, le projet. Le travail doit être fait aussi par les parlementaires eux-mêmes. Donc, nous avons plusieurs commissions à l'intérieur du Parlement. Ces commissions qui sont spécialisées, je pense eux-mêmes, et aussi par rapport, peut-être, on a un travail à faire, c'est-à-dire le dialogue social avec la société. C'est tout un processus, certainement, c'est tout un processus. Et là, je rappelle que le chef du gouvernement, M. Moustapha Madbouli, a déclaré que le nouveau Parlement enrichirait justement la scène politique et la vie parlementaire avec son rôle actif et principal dans la publication des législations qui réglementent et stimulent tous les secteurs, en particulier les secteurs économiques, ce qui se reflètera par conséquent sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Dalia Kalam vous propose plus de détails. L'Autorité nationale des élections, le conseiller Lachine Ibrahim a annoncé fin octobre la victoire de la liste nationale pour l'Égypte qui a remporté la majorité absolue des voix valides des circonscriptions de Haute-Égypte et de l'Ouest du Delta. Le conseiller Lachine Ibrahim a souligné lors d'une conférence de presse tenue pour annoncer les résultats de la première phase du premier tour de législative que le taux de participation à cette phase avait atteint au total 28,06%, soit 9 millions d'électeurs d'un total de 31 millions dans les 14 gouvernorats de la première phase des élections. Il a souligné que les élections ont connu une compétitivité très remarquable entre les candidats et qu'elles se sont déroulées en pleine transparence et intégrité. Le président de l'ANE a également souligné que le vote s'est déroulé alors que la crise de la pandémie n'est pas encore résolue, mais que le peuple égyptien a pu surmonter ces conditions et est sorti pour participer au vote, respectant les différentes mesures préventives imposées par l'État. Il a révélé que la première phase des législatives témoignait d'une grande coopération entre les différentes institutions de l'État, notamment de la part des forces armées qui ont assumé la tâche de transportation de 1200 juges et de 70 tonnes de bulletins de vote vers les différents bureaux de vote à travers la République. Le vote des expatriés égyptiens s'est déroulé sous une totale supervision judiciaire et en présence des représentants des candidats, a déclaré le conseiller Lachine Ibrahim, soulignant que les médias internationaux et locaux ont suivi cet événement important et que les irrégularités enregistrées n'étaient pas flagrantes. Il a noté que les élections s'étaient déroulées en Égypte sous une totale supervision judiciaire et avaient été sécurisées par les forces de la police, rappelant que le processus électoral était observé par 56 organisations locales et 14 internationales ainsi que 3 conseils de droits de l'homme. Voilà, 2 minutes nous restent. Dr Taïmou Moustapha Kamel, voilà, j'aimerais bien parler et de la femme, de la participation de la femme, de la représentation. Voilà, comment est-ce que aussi la femme est représentée au sein de ce Parlement, mais aussi des observateurs internationaux, puisqu'il s'agit aussi de ce processus électoral. C'est l'occasion certainement de parler de la présence des observateurs internationaux. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Je pense que la constitution égyptienne a prévu quand même, dans le quota, c'est-à-dire dans le nombre de parlements, il y a une présence de 25% de femmes, donc soit sur liste individuelle, soit sur, c'est-à-dire les élections individuelles ou sur liste électorale. Tout à fait. Donc je pense que l'expérience de femmes dans le Parlement ne date pas aujourd'hui et toujours c'est très important et surtout c'est pas quelque chose à avoir par rapport à aujourd'hui, mais la femme égyptienne, elle était toujours active dans les deux parlementaires. On parle de Hoda Sha'arawi, on parle de beaucoup de femmes égyptiennes qui ont joué un rôle important. Mais le président Sisi a parlé, voilà, ou a justement suggéré une sorte de quota. Voilà, c'est un quota de 25%. Voilà.
Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important, car la femme égyptienne, on l'a vu toujours, c'est pas simplement dans le plan partout, c'est une femme qui joue son rôle, qui prend sa responsabilité, et je crois que sa présence aussi peut donner aussi, enrichir, pas simplement le débat parlementaire, mais aussi par les idées parce que la femme égyptienne d'aujourd'hui, elle est beaucoup ouverte à la société, pas seulement à la société égyptienne, même à la société internationale, régionale. Donc elle suit tous les événements. Nous avons besoin de la femme, nous avons des réformes en matière économique, nous avons des réformes, nous avons eu déjà des femmes comme ministres de l'investissement, des hommes qui étaient quand même, je veux dire, des femmes qui étaient très compétentes sur le plan international. Donc je crois que la femme, sa présence par rapport au Parlement, ce n'est pas simplement une nécessité, mais maintenant ça devient comme une obligation qui peut permettre à la vie parlementaire d'être enrichie et aussi participer au débat. On le voit, comment il participe. Il est impliqué dans la vie politique, donc ce rôle est très important. Impliqué n'aura jamais de chance. Je vous remercie infiniment, Dr Taimour Mustafa Kamel. Vous êtes président de l'Association égyptienne des juristes francophones. Vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Je vous remercie et longue vie à la vie parlementaire égyptienne. Merci. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce soir et à la prochaine.